Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Weekend, voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale congolaise a rejeté la motion de censure contre le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, introduite par l'opposition. Il proteste contre la décision portant invalidation des passeports semi-biométriques d'ici au 14 janvier 2018. 25 ans, c'est la date que s'est fixée la Guinée pour combattre la pauvreté. Le fléau qui persiste notamment au milieu rural touche essentiellement les femmes et les jeunes. Depuis le lancement officiel de l'université virtuelle en Côte d'Ivoire, plus de 400 000 étudiants vont bénéficier de ce programme qui facilite l'insertion professionnelle des diplômés et l'accès à l'enseignement supérieur. Mais tout d'abord, 1 millier de personnes ont manifesté ce samedi 18 novembre à Paris en France contre le drame d'esclavage en Libye en réaction à la diffusion de reportages montrant des migrants vendus aux enchères. En visitant en France, le chef de l'État guinéen Alpha Condé, président également en exercice de l'Union africaine, a rencontré les manifestants. Pour rappel, l'Union africaine, les Nations unies et plusieurs gouvernements ont dénoncé cette situation alarmante qui prévaut actuellement en Libye. En République démocratique du Congo, l'examen de la motion de défiance contre Léonard Chi-Okitundu, contrée par une motion incidentielle, vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, il est mis en cause par l'opposition contre la décision portant invalidation des passeports semi-biométriques, une mesure jugée frauduleuse par les opposants. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commenté par Marcel Farba-Maroun. Il n'a pas été déchu, comme le souhaitait l'opposition congolaise au Parlement. Léonard Chi-Okitundu, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et à la coopération régionale, a donc échappé à la motion de censure présentée par les députés de l'opposition à la Chambre basse ce vendredi 17 novembre 2017 à Kinshasa. Alors que le décor était déjà planté pour un vote de défiance, le soutien de la majorité présidentielle s'est manifesté par une motion incidentielle qui a court-circuité la démarche de l'opposition. Normalement, la question d'aujourd'hui, il n'y a pas question de majorité et d'opposition. Parce que nous sommes tous derrière l'intérêt de notre peuple, qui n'a pas un passeport, qui ne se promène pas, qui n'a pas d'enfants à l'étranger. Moi, personnellement, les passeports m'intéressent au plus haut titre. Et nous tous, nous avons cet intérêt-là. Mais du moment où nous avons demandé qu'ils puissent revoir certaines choses et qu'on a revues, je pense qu'il y a moyen de comprendre qu'on puisse aller de l'avant plutôt que de traîner encore. La motion de censure adressée au numéro 2 du gouvernement congolais était consécutive à la mesure d'annulation des passeports semi-biométriques décrétée par le ministère des Affaires étrangères en septembre 2017. Par cette mesure, les passeports semi-biométriques en cours de validité ou non sont remplacés par les passeports biométriques. Une mesure qualifiée d'escroquerie par l'opposition. Je rappelle ici que le rôle de l'Assemblée nationale, la mission de l'Assemblée nationale est double. Il y a le vote des lois et le contrôle du gouvernement, contrôle des services publics. La contribution de notre président de l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas le vrai contrôle parlementaire. Je vous lis en initiant cette motion pour que la lumière soit faite, pour que la responsabilité soit établie. Et la majorité au pouvoir, elle est là pour accompagner l'enrichissement de certains individus, la mafia. L'applicabilité du contrôle parlementaire et les sanctions par les élus sont mises à mal, estiment les députés de l'opposition. Notons par ailleurs qu'aucune initiative de défiance n'a abouti au Parlement congolais durant cette législature. Le pouvoir en place, majoritaire à la Chambre basse, ne pouvait pas, dans le contexte actuel, destituer un élément clé du gouvernement et surtout par une initiative de l'opposition, pensent les observateurs. La Guinée lance un mandat d'arrêt international contre Salifou Camara et 2 autres personnes. L'ancien président de la Fédération guinéenne de football est poursuivi pour détournement lors de sa gestion de la FEGIFOOT. Après plusieurs auditions, le juge en charge de l'affaire a recueilli des informations qui nécessitent un procès pour situer les responsabilités. Toujours en Guinée, l'économie se porte de mieux en mieux selon les indicateurs de performance. Toutefois, la pauvreté persiste notamment en milieu rural. Les couches les plus touchées sont les femmes et les jeunes, une situation que tentent d'inverser les autorités grâce au financement des infrastructures sociales de base. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La plupart des indicateurs économiques se trouvent dans le vert en Guinée depuis la sortie de l'épidémie d'Ebola. Le déficit budgétaire, qui s'était creusé à 8,1% du PIB en 2015, a été ramené à 1,4% en 2016. Les recettes publiques ont grimpé à 15% du PIB en 2016, contre 13,7% l'année précédente.
Une amélioration due aux mesures adoptées pour mieux mobiliser les recettes intérieures et une réduction des dépenses publiques. Ces beaux chiffres ont cependant peu d'incidence sur le niveau de vie des populations. Les programmes de développement en général sont conçus par des experts, entre guillemets, sans toujours une grande concertation qui permette d'écouter les populations qui sont bénéficiaires des programmes et projets issus des études et des consultations au plus haut niveau de l'État. Environ 55% de la population guinéenne vivait dans la pauvreté en 2012 et ce taux s'est aggravé entre 2014 et 2015 en raison de la crise Ebola. Il touche jusqu'à 65% des personnes vivant en milieu rural et 35% en milieu urbain, selon la Banque mondiale. Que le taux d'alphabétisation des populations jeunes de moins de 24 ans en Guinée soit de 46% seulement, je crois que ça, c'est un chiffre qui devrait marquer les esprits, n'est-ce pas? Que 67 femmes sur 10 000 meurent en donnant la vie en Guinée, c'est un chiffre qui devrait nous préoccuper. Les défis de la lutte contre la pauvreté tournent autour de plusieurs paramètres, parmi lesquels le développement des infrastructures. Le gouvernement vient de signer dans ce sens un accord cadre de financement de 20 milliards de dollars sur 20 ans avec la Chine dans le développement infrastructurel. L'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire atteint une nouvelle ère avec son introduction dans le numérique. Initié en 2015, le coût de l'université numérique est estimé à 20,2 milliards de francs CFA. Objectif affiché, réduire la forte pression sur les infrastructures de l'université, le respect du calendrier international et l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Reportage de notre correspondant Oliva Diacoton. Ils sont 4500 étudiants qui ont débuté le cours en novembre à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour l'année académique 2017-2018. Ce concept innovant d'enseignement en ligne pour dynamiser le système éducatif ivoirien dispose pour le moment d'une filière, l'informatique des sciences numériques, déclinée en 6 spécialités, dont le marketing digital, les bases de données et le réseau informatique. Avec les cours à distance, tu as le libre choix de rester à la maison, te réveiller d'abord à l'heure que tu veux, télécharger tes cours, bosser, rendre tes devoirs. Aucune pression, seulement ils veulent développer notre sens de responsabilité. Lui ici, il nous a donné des tuteurs. Ils nous ont constitué un groupe de 25 personnes et chaque groupe a un tuteur pour pouvoir nous coacher. Voilà, donc c'est pas compliqué du tout. Pour la réussite de cette révolution dans l'éducation, les autorités vont donner à chaque étudiant un ordinateur et équiper tous les campus en connexion Internet gratuite en 2018. Les partenariats avec de grandes firmes du numérique sont également en cours pour relever sur tous les défis de l'emploi. Il ne faut plus former pour le plaisir de former, il faut former les jeunes pour qu'ils puissent s'insérer. Et pour cela, nous avons besoin de partenariats forts. Ce défi, nous devons le relever enfin pour mériter la confiance des étudiants, des parents d'étudiants et de la société ivoirienne tout entière. D'un coût global de 20,2 milliards de francs CFA, le projet d'université virtuelle a été approuvé en 2015. Elle a officiellement lancé ses activités ce 16 novembre 2017. Et c'est l'ancien Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, qui sera le parrain de cette université. Comment s'en sortir avec des plantes vivaces et prolifiques? Au Bénin, l'entreprise Greenkeeper Africa a trouvé une solution pour transformer la jacinthe d'eau en produits utiles, un moyen innovant pour lutter contre l'invasion de cette plante aquatique. Un reportage de notre correspondant Lefteono commenté par Marcel Farbamaroun. L'entreprise Greenkeeper Africa valorise la jacinthe d'eau, une plante aquatique à fort potentiel d'invasion, dont sa prolifération est une source de pollution environnementale. C'est ainsi que David Nyolongfoun et Fola Mouftaou ont créé en août 2014 une entreprise dénommée Greenkeeper Africa. Objectif, valoriser de la plante invasive. Greenkeeper Africa, d'abord, c'est la lutte contre la jacinthe d'eau. Donc on a tout déployé sur le terrain, donc dans les zones lacustres, une capacité de lutte, donc par ramassage des plantes de jacinthe d'eau. Aujourd'hui, environ 700 collecteurs travaillent sur base de contrat avec notre entreprise. On a commencé effectivement avec peu de moyens,
puisque au départ c'était des fonds propres. Nous avons eu un appui en phase pilote d'une entreprise solidaire qui s'appelle Sens, qui nous a beaucoup appuyé. Par la suite, on a eu la chance de remporter des appels à projets. Sur les lagunes, les rivières et les fleuves, la Jacinthe d'eau dicte sa loi, comme à Fifadji, un quartier périphérique de Cotonou, où elle a favorisé une stagnation des eaux sales, source de certaines maladies. La Jacinthe ne favorise pas la reproduction des poissons. Vraiment, c'est un désastre pour l'environnement. C'est pour cela que nous faisons le nécessaire pour nettoyer les marécages. La Jacinthe regorge de reptiles. Ça dégage de la chaleur et une odeur nauséabonde. Franchement, ça pollue l'environnement. Elle engendre une colonie de moustiques. Nous souffrons chaque fois du paludisme. À l'usage, la fibre dépolluante absorbe 17 fois son poids en hydrocarbures. Greenkeeper Africa en produit 1 tonne par jour. Lancée avec 3 millions de francs CFA, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de francs CFA en 2016 et emploie une dizaine de personnes. Elle vise désormais les marchés nigérians, ivoiriens et camerounais, entre autres, et espère aussi diversifier son offre de produits combustibles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.